Bonjour à tous. Je suis très honoré aujourd'hui de recevoir Diane Roussel, qui est une ancienne élève de l'École normale supérieure, docteur en histoire, agrégée en histoire, et aujourd'hui maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Elle a publié cet ouvrage remarqué que vous connaissez tous, mais au cas où je vous le montre quand même, Violence et passion dans le Paris de la Renaissance, chez Champvallon. C'est un livre que vous pouvez acheter dans la librairie du Petit Palais. Vous pouvez même vous le faire dédicacer. Avec plaisir. Il est consultable au cas où à la bibliothèque du comité d'histoire. Rappelez-vous que les conférences du vendredi sont enregistrées. Vous pouvez les écouter et regarder les images dans quelques jours. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté cette invitation et bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici donc pour essayer d'évoquer, de traiter ce thème des bas-fonds et de l'invention des bas-fonds, la construction des bas-fonds au tout début de l'époque moderne, au XVIe siècle. Alors peut-être pour entrer en matière un peu lentement et puis placer un petit peu le contexte des choses que nous allons évoquer aujourd'hui, je vous propose de suivre le parcours que les voyageurs étrangers peuvent emprunter lorsqu'ils se rendent à Paris, ou en tout cas suivre ce qu'ils en disent une fois qu'ils sont revenus de Paris. Alors le point de vue des étrangers, c'est toujours un point de vue qui est très intéressant parce qu'évidemment c'est un point de vue qui est un peu à côté des choses, qui est en dehors du quotidien, mais qui justement est en mesure de raconter l'ordinaire, le prosaïque, qui ne se raconte pas par les gens qui le vivent ordinairement. Le regard des étrangers, il permet aussi des comparaisons qui sont souvent très intéressante. Mais attention, ce regard, c'est un regard, on va le voir, qui est façonné par notamment une culture européenne, humaniste en grande partie au XVIe siècle, parce que ces voyageurs dont on va parler là pour commencer la conférence, ce sont des étudiants. Ce sont des ambassadeurs, surtout, donc des gens qui ont effectivement partagent une culture commune, ont lu généralement les mêmes livres, et leur première approche de Paris, comme des autres capitales européennes qui peuvent sillonner durant leur voyage, est très largement façonnée par cette première approche cognitive qu'ils ont lue dans les livres. Et souvent, ils parcourent Paris comme ils parcourent d'autres capitales européennes, avec les mêmes ouvrages entre les mains, des sortes de les premiers guides de voyage en quelque sorte, et les mêmes cartes. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils décrivent Paris, ces voyageurs étrangers au XVIe siècle, ils suivent de manière assez systématique et mécanique un peu toujours les mêmes étapes. Le portrait de Paris est toujours un portrait extraordinairement flatteur, très hyperbolique, de manière générale, un portrait idéal de la ville, qui est largement formé sur le modèle de ce qu'on appelle les antiquités de ville, qui connaissent une grande vogue depuis la fin du XVe siècle, qui commencent tout d'abord par chanter le passé mythologique de la ville. On dit que Paris est très ancienne, elle est tellement ancienne qu'elle est plus ancienne que Rome. C'est vous dire, elle est plus éternelle encore que Rome. On chante ensuite le caractère idéal de son site, la perfection de la ville elle-même, que sa forme parfaitement circulaire, comme vous le voyez sur un de ces premiers plans de Paris qui date de 1551, est censé représenter l'idée de la concordance entre le macrocosme et le microcosme, et donc la perfection de cette circularité qui est renforcée par le mode de représentation que vous avez ici. Et on pense qu'un certain nombre de voyageurs de la deuxième moitié du XVIe siècle en particulier avaient vu des cartes telles que celle-ci lorsqu'ils sillonnait la ville. Donc vous le voyez, c'est un écrin, ce que décrivent les voyageurs étrangers, c'est un écrin merveilleux, parfait, qui renferme des monuments prestigieux, des monuments religieux, des monuments laïques, les monuments du pouvoir royal en particulier, et tout ceci concourt à former l'image désormais canonique dans toute la littérature de description de Paris, que Paris n'est pas une ville, mais un monde. Charles Quint lui-même se serait exclamé « Ce n'est pas une ville, c'est un monde » lorsqu'il aurait visité Paris en 1540. De fait, Paris est un monde. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grande ville d'Europe au XVIe siècle. Alors, les chiffres que donnent les voyageurs sont tous plus extravagants les uns que les autres. Ils n'ont pas la moindre idée du nombre d'habitants qu'il pourrait y avoir, mais ça signale bien, justement, dans l'emphase, l'idée que Paris est une ville très remplie. Les historiens aujourd'hui sont bien en peine de savoir combien d'habitants il pourrait y avoir à Paris au XVIe siècle, puisque vous le savez, les registres paroissiaux ont brûlé
en grande partie, pendant la Commune en particulier, ce qui fait qu'on n'a pas de source pour pouvoir être en mesure de compter de manière précise les hommes. Peut-être qu'au moment du pic de la croissance démographique, c'est-à-dire dans les années 1550-1560, on pourrait compter 200, 250 000 habitants, 300, 350 000 selon les estimations les plus hautes. Ce qui fait de Paris la première ville d'Europe à l'époque, une ville plus grosse encore que Constantinople. Pour rappel, Rome en 1500, c'est 38 000 habitants, 110 000 en 1600 seulement. Donc c'est une ville géante qui suscite énormément, qui fascine, mais qui inquiète aussi un petit peu. Pourquoi ? Parce que cette ville, elle est aussi représentée comme une espèce de ventre en travail d'enfantement permanent, dans laquelle les hommes se multiplient, qu'il faut nourrir également. Paris est une sorte de corne d'abondance, tout tombe sur Paris, mais est immédiatement englouti par cette population gigantesque. Et de la fascination à l'inquiétude, les descriptions souvent peuvent basculer de l'un à l'autre assez rapidement. Et de la même manière que Londres, à l'époque d'Élisabeth, Paris à partir du XVIe siècle, mais tout au long de l'Ancien Régime, que la Rome baroque, on retrouve ces mêmes stéréotypes de cet imaginaire métropolitain qui assoit l'idée que la grande ville fascine, mais inquiète un petit peu, voire dégoûte un petit peu. Qu'est-ce qui dégoûte à Paris les voyageurs ? Alors, tout d'abord, l'expérience des voyageurs est une expérience sensorielle et pédestre assez désagréable. Les boues de Paris, c'est-à-dire les immondices des rues, sont très très célèbres, et les voyageurs, et notamment les voyageurs italiens, vous disent de toute façon, vous ne pouvez pas sortir dans les rues de Paris sans vous couvrir le nez avec un mouchoir parfumé, tellement l'odeur est infâme. C'est tellement célèbre que c'est rentré dans des sortes de débats et de jeux étymologiques du début du XVIe siècle, qui résonnent sur l'étymologie de Paris, à partir donc de l'étymologie du nom Lutèce. Alors si on en vient... Alors, j'avais fait un PowerPoint un peu subtil avec des choses qui apparaissaient. Et voilà, comme quoi parfois le mieux est l'ennemi du bien. Non, je veux bien que vous reveniez. Voilà, on va rester comme ça. Si l'on prend l'étymologie grecque, Lutèce renverrait donc à la blancheur de la ville. D'autres auteurs préfèrent insister sur l'étymologie latine, sur lutum, qui renvoie à la boue, et à la boue des origines. Et effectivement, sous l'éclat de ces monuments les plus prestigieux, des règnes de ces rois les plus importants, cette boue originelle et puis cette boue contemporaine dont parlent les voyageurs est toujours là. Il y a un proverbe qui dit « il n'est crotte que de Paris ». Qui pourrait symboliser cela. De la même manière, la ville est la ville des faux-semblants. Les voyageurs le disent. Par exemple, l'ambassadeur vénitien Lippomano en 1577 décrit ainsi les Parisiennes. Elles sont très dévotes en apparence, mais dans le fait, très lestes et très libres. On raconte également que Notre-Dame est le lieu des entremetteurs et que les voyageurs qui souhaiteraient trouver des femmes facilement peuvent se rendre directement dans la cathédrale Notre-Dame pour y trouver des prostituées. Bon, là aussi, les voyageurs mobilisent également la littérature latine, avec l'idée, je cite un autre étudiant, Von Buchel, qui en 1586 dit « Comme on l'a dit de l'ancienne Rome, la ville elle-même, tout entière, n'est qu'un lupanar ». Donc cette association de la duplicité féminine associée donc à la très grande ville, on la retrouve dans ces descriptions que font les voyageurs, et puis qui vont rentrer dans les stéréotypes de la littérature, opposer la dépravation de la ville contre l'innocence et les vertus de la campagne. Le tableau que vous avez ici, qui est une mise en scène d'un épisode biblique, pourrait le représenter avec éclat. Cette peinture qui se trouve au musée Carnavalet est intéressante parce que c'est une des premières vues de Paris dont on dispose. Vous savez qu'elles sont assez rares, encore au XVIe siècle. Donc cette peinture a au moins cet intérêt. Profitez-en, je ne vais pas vous montrer beaucoup d'images, mes illustrations seront surtout des textes. Alors réjouissez-vous de
belle peinture. Qu'est-ce qui dérange les voyageurs étrangers aussi? C'est circuler dans les rues, c'est très dangereux, il y a énormément de circulation, les bêtes qu'on emmène aux abattoirs, les charrettes, etc. Bon, c'est dangereux, et c'est surtout dangereux la nuit. Voici comment l'étudiant bâlois Thomas Plater le Jeune décrit les rues de Paris lorsque la nuit tombe. Le problème, c'est la sécurité vespérale et nocturne. Avec ou sans éclairage, d'ignobles faits divers se produisent quand même en grand nombre. Des passants sont dévalisés la nuit dans les rues, ils sont blessés, voire assassinés de temps à autre. On a beau crier autant qu'on veut, aucun bourgeois ne sortira de sa maison pour porter secours à la personne agressée. À moins que le guet, qui circule dans la ville à cheval en diverses escouades, ne soit de passage dans le secteur. Mais sinon, l'on risque fort d'être tué. Décidément, l'on est bien davantage en sécurité quand on traverse une forêt vierge, plutôt que de se trouver aux heures tardives de la nuit dans une rue parisienne, surtout quand sont éteints les lumignon des lanternes. Saleté et danger des rues parisiennes, les voyageurs étrangers, vous voyez, cèdent aux stéréotypes les plus positifs et les plus laudatifs de la ville, mais ne se privent pas non plus de décrire une ville qui est sale, qui est dangereuse à plusieurs égards, et imprégnée de lieux communs littéraires, par orgueil national aussi, on peut l'imaginer, par goût du pittoresque aussi. Ils montrent que la plus grande ville du monde n'est pas si parfaite qu'on le prétend ou qu'elle le prétend elle-même. Alors, il me semblait intéressant de partir de cette représentation, alors très classique, très stéréotypée, de l'ambivalence des représentations de la ville, pour mettre le propos d'aujourd'hui en écho avec, en particulier, donc l'exposition sur les bas-fonds de la Rome baroque, et en écho avec la scénographie de l'exposition. On met bien en balance et en contraste, d'un côté, la Rome éternelle, la Rome prestigieuse, celle de ces bâtiments, alors qui ne sont pas si éternels que ça, mais enfin qui sont censés symboliser quelque chose d'une très grande puissance et d'une grande spiritualité et d'un grand éclat monumental et d'une grande exemplarité. Et de l'autre côté, le monde des tavernes, de l'obscurité des ruelles borgnes, une ville plus sulfureuse, une ville dangereuse, qui est à la fois redoutée mais qui est aussi extraordinairement fascinante. Preuve en sont les différentes œuvres qui sont montrées dans l'exposition. Donc cette dichotomie, on comprend bien son intérêt dans le jeu littéraire et artistique, puisque l'un peut souligner l'autre par contraste. La question que l'on peut se poser en tant qu'historien, c'est quelle est la pertinence de ces représentations et de ces affirmations si on étudie l'histoire sociale de la capitale. Paris est-elle, comme on l'affirme souvent, plus dangereuse qu'une profonde forêt remplie de brigands? La capitale du royaume de France est-elle, si l'on pousse le syllogisme dans une sorte de perfection un peu absurde, la capitale du royaume de France est-elle la capitale du crime, comme on peut le lire également entre les lignes de certains contemporains. Alors voilà pour la perspective générale dans laquelle je souhaiterais me placer, en insistant et en resserrant l'analyse sur cette recherche de l'invention des bas-fonds parisiens. On va conserver l'expression, bien qu'anachronique, parce qu'elle sera assez commode, pour essayer de s'interroger sur la construction, donc, la construction de quoi, à vrai dire, et l'invention de quoi? Est-ce qu'il s'agirait de la construction d'un groupe social dont l'homogénéité ou les traits communs seraient ceux qui seraient nés de l'intersection entre la pauvreté, la marginalité et la criminalité. C'est comme ça qu'on pourrait définir en gros ce que pourraient être les bas-fonds au début de l'époque moderne. Est-ce que c'est un milieu social homogène? Est-ce que c'est un espace dans la ville? Où les bas-fonds se situent-ils? Est-ce qu'ils se situent quelque part, d'ailleurs? Ça sera la question qu'on va se poser. Et puis, où les chercher? Et ça, c'est évidemment la première question qu'un historien se pose. Où chercher ces bas-fonds? Donc, on va rechercher à la fois un groupe social, une localisation, pourquoi pas, mais avant tout des sources qui seraient en mesure de répondre à cette interrogation sur les bas-fonds. La logique de mon propos aujourd'hui sera vraiment une logique de source, c'est-à-dire qu'on va étudier des corpus différents dans lesquels on va essayer de voir ce que disent les différents acteurs contemporains de ce que pourraient être les bas-fonds selon eux. On va partir des sources dans lesquelles ces bas-fonds existent, c'est-à-dire des sources dans lesquelles les auteurs sont persuadés de l'existence d'une criminalité absolument redoutable qui existerait au sein de la ville, jusque dans des sources dans lesquelles cette présence elle est plus ténue et plus difficile à pister certainement pour l'historien.
pour schématiser, on va partir des représentations et puis on va ensuite essayer de les confronter, alors non pas à la réalité, hein, parce qu'évidemment, ça serait illusoire de prétendre trouver la réalité, mais en tout cas essayer de les confronter à des sources qui sont des sources qui sont davantage le reflet des pratiques sociales, à travers en particulier les sources judiciaires, qui sont celles que je connais un peu mieux. Alors, on va partir tout d'abord... oui, j'aurais pu vous laisser ceci, de ce qu'en pensent les contemporains, les Parisiens. Alors évidemment, ce que pense le portefaix de la place de Grève, on n'en sait rien, puisque précisément, comme il est analphabète, il n'a pas pu laisser une quelconque trace de son expérience ordinaire. Ceux qui prennent la peine d'écrire dans ce qu'on pourrait appeler de manière générique, on appellera ça la littérature de témoignage, donc des journaux, des livres de raison. Dans ces livres de raison, il note à la fois les événements familiaux, mais également les événements qui touchent la capitale et parfois même le royaume tout entier, des mentions d'événements qui sont dignes de mémoire, hein, qui méritent qu'on en conserve la trace. Ces bas-fonds, on va voir sous quel nom ils apparaissent, existent sans aucun doute dans l'esprit des bourgeois parisiens du XVIe siècle. On pourrait même dire qu'ils prospèrent entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne et sont l'objet d'une inquiétude de plus en plus aiguë à lire les témoignages de ces bourgeois. Ce que je voudrais retracer ici avec vous, c'est la trajectoire du sentiment d'insécurité de ces bourgeois. Alors, on va manier pas mal d'anachronismes ici, mais je pense que l'idée d'un sentiment d'insécurité est quelque chose qui se rapproche assez de ce que je voudrais décrire ici et de ce qui ressort de des journaux tenus par ces chroniqueurs parisiens, qui sont des indicateurs assez précieux de la conjoncture mentale de la frange la mieux établie des Parisiens à l'époque. Lorsqu'on étudie ces journaux, ce que l'on peut observer, c'est une sorte de trajectoire, de déplacement des imaginaires de la peur. D'une peur d'ennemis qui se trouvent... Alors, un déplacement qui est à la fois géographique et social. Une peur des ennemis qui se situeraient hors de la ville, loin des murailles, à la peur d'un ennemi qui est de plus en plus intime, de plus en plus intérieur et évidemment, du coup, de plus en plus menaçant aux yeux de ceux qui en parlent. Alors, du haut de leurs murailles protectrices, hein, vous savez que les murailles au XVIe siècle autour de Paris ont encore un rôle très très important, ça continue à coûter très très cher d'entretien, les bourgeois s'en plaignent beaucoup, mais de fait, à plusieurs reprises, Paris a été à quelques kilomètres des troupes ennemies, donc la fonction défensive et militaire des murailles est toujours très importante. C'est une protection surtout certainement symbolique, hein, pour les habitants de la ville, à la fois une sorte de bouclier symbolique contre toutes les menaces extérieures, et puis aussi c'est dans les murailles que s'ancre aussi la sorte d'orgueil citadin. Les murailles permettant donc de diviser l'espace de manière assez nette entre la ville, à l'intérieur des murailles, et tout ce qui est au pied des murailles et qui s'étend au-delà des murailles, ce qu'on appelle le plat pays, hein, qui est souvent quelque chose peuplé de gens rustres que l'on méprise et qui peuvent être assez dangereux. Ce que l'on constate au début du XVIe siècle, mais sont des choses qui sont également visibles dans les journaux des bourgeois de Paris du XVe siècle, c'est que les Parisiens se pensent comme vivant au cœur d'une citadelle assiégée, c'est-à-dire qu'ils sont bien à l'abri derrière leurs murailles, en tout cas le pensent-ils, mais ce qu'ils redoutent et ce qu'ils racontent dans leurs journaux comme étant des choses qui les inquiètent, ce sont les brigands du plat pays. Ces brigands dont l'historienne médiéviste Valérie Toureille a montré que depuis la guerre de 100 ans, on observe que le brigand, je la cite, tend à devenir l'image emblématique d'une violence cumulative des crimes les plus odieux et d'une forme d'hybridation entre le vol et les crimes de sang et le meurtre. Et de fait, les brigands, c'est-à-dire essentiellement surtout des soldats, hein, des bandés des troupes ou des mobilisés, incarne une violence extraordinaire qui terrifie les Parisiens. En tout cas, c'est ce qu'ils semblent dire lorsqu'ils parlent
lorsqu'il parle des rumeurs qui arrivent jusqu'à Paris, de bandes qui, alors loin de Paris, hein, mais commettraient des crimes les plus odieux. En 1523, l'épisode fait grand bruit dans Paris. Pourquoi? Parce que est exécuté en 1523 le chef d'une bande de brigands redoutables qui a sévi pendant des mois et des mois en Auvergne, qu'on a appelé qui s'appelait le capitaine Mauclou, M-A-U-C-L-O-U, qui était, dit-on, le chef donc d'une bande redoutable de soldats sortis des troupes du roi, bande à laquelle se seraient agrégés plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, disent parfois les bourgeois de Paris, de gueux et autres miséreux qui tentent de trouver leur fortune. Ils ont commis les crimes les plus affreux, et généralement on ne les décrit pas, ce qui contribue à opacifier encore plus la terreur. Et tels les loups qu'on voit sortir des bois dans les périodes les plus sombres, hein, et dans ces années-là, on raconte que les loups sortent des bois et vont même manger les enfants à l'intérieur même de Paris. Hein, bon, donc vous voyez que les menaces sont très très fortes et viennent de l'extérieur. Ils incarnent cette violence quasiment anthropophage. Hein, ils sont mangeurs du pain des gens, mais ils sont mangeurs des pauvres gens aussi. C'est l'image qu'on leur retrouve régulièrement. Ils sont en marge de la civilisation. Ils la menacent, la civilisation, même puisqu'on raconte que Mauclou aurait pour projet de renverser la société, non seulement, mais surtout de renverser le roi. Et que Mauclou s'est autoproclamé roi et qu'il règne donc sur sa petite troupe comme sur une sorte de cour en miniature avec ses lieutenants, ses préfets. Et vous voyez comment ressurgit autour de Mauclou, mais ce sont des choses qui ressurgissent de manière assez régulière, tout cet imaginaire de la monarchie du crime, de la monarchie d'Argot, hein, en référence en particulier à une bande qui avait défrayé la chronique au XVe siècle, qui avait été jugée à Lyon, qui était la bande très fameuse des coquillards, qui avait donc, disait-on, et c'est pour ça qu'ils avaient été jugés, constitué une sorte de contre-société dans laquelle ils avaient donc pour but à la fois de s'enrichir par des moyens les plus atroces, mais aussi de renverser la société en reprenant un fonctionnement avec une espèce de fonctionnement monarchique, corporatif, avec une hiérarchie à l'intérieur, avec un langage secret, cet argot. Hein. Et donc, si je vous en parle ici, c'est parce que ce sont des choses que vous allez voir se transformer jusqu'à la fin, si vous suivez les cycles de conférences, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et en particulier au XVIIe siècle, où cette représentation des monarchies d'Argot peuple la littérature, en particulier ce qu'on appelle la littérature de gueuserie. Hein, dans laquelle on voit quels sont les divers stratagèmes qu'ont les gueux pour soutirer de l'argent, etc. Et puis la cour des miracles, etc., fonctionne sur l'idée de cette contre-société. Et vous voyez donc que ces brigands, ils ont beau être très loin de Paris, ils sont très très menaçants. Pourquoi est-ce que Mauclou, on en a parlé en 1523? C'est parce qu'il a été jugé et surtout exécuté à Paris, et son corps a subi un jugement absolument exemplaire puisqu'il a été découpé en morceaux et les morceaux disposés aux quatre coins de Paris. Voilà le sort qu'on réservait à des ennemis aussi redoutables que le capitaine Mauclou. Bon. En attendant, la menace est loin. Le problème, c'est lorsque cette menace, elle se rapproche, et qu'elle se rapproche dangereusement des murailles de Paris. Et c'est ce qui se passe à partir des années 1520, en particulier lorsque la guerre reprend, la guerre contre Charles Quint en particulier. On voit dans les journaux des chroniqueurs parisiens que cette idée de l'existence des monarchies du crime, c'est une idée, c'est une rumeur, on dit c'est le bruit qui court. Les chroniqueurs ne sont pas toujours capables de dire précisément s'ils y croient ou pas, mais en tout cas, le bruit court et on le rapporte. L'idée que le bruit court, que les monarchies du crime ne règnent plus seulement au-delà des murailles de la ville, mais également désormais aussi à l'intérieur de la ville. Alors, je ne sais pas si monsieur est toujours là-bas. Voilà, ça m'apprendra. Voilà, merci. En ce temps, en octobre 1523, est-ce plus craint les mauvais garçons de la ville que les ennemis. Selon le moine Pierre Driard, un inquiétant rapprochement entre les brigands du plat pays, les voleurs et le menu peuple parisien, c'est-à-dire cette catégorie la plus fragile du peuple parisien, pourrait se rapprocher. Voici ce que dit le moine Driard. On avoit la grosse peur au dit Paris que le menu peuple, qui n'avoit que perdre avec les mauvais garçons, pillassent les bonnes maisons, car le bruit en estoit qu'ils estoient bien délibérés de faire bonne chère à la venue des dits Anglais et noyés est-ce dite maison.
Bon. Vous voyez ici comment la guerre et les dangers qui se rapprochent de la ville associent donc la guerre, le crime, à la révolte et au complot de misère, avec cette idée que finalement une sorte de conjonction des ennemis pourrait vouloir s'en prendre aux catégories possédantes de la ville, piller les bonnes maisons. Et voyez comment est-ce que ce combat, qui est un combat avec qui est mené dans l'imaginaire médiéval entre les gras et les maigres, se rejoue ici. De manière générale, les chroniqueurs désignent un groupe qui est une sorte d'agrégat assez mal défini, faut bien le dire, ceux qu'on appelle les mauvais garçons, qui sont responsables des maux les plus graves. Certains d'entre eux sont également qualifiés d'enfants de Paris. Alors les enfants de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de réactivation du stéréotype des écoliers turbulents. Vous en avez certainement entendu parler la semaine dernière, François Villon et compagnie, ceux qui, entre la montagne Sainte-Geneviève et la place Maubert, se font connaître pour des délits plus ou moins graves, sont désormais responsables de crimes de sang, d'assassinat. C'est ce que l'on reproche à ces mauvais garçons qui sont régulièrement pris et exécutés dans Paris, au grand soulagement des chroniqueurs qui sont assez contents de dire que la place de Paris est débarrassée de ces mauvais garçons qui menacent la quiétude des Parisiens. Cette menace, elle est véritablement intérieure lors d'un épisode assez symptomatique de ce que je viens de vous décrire, qui se situe au printemps 1524, qu'on pourrait appeler, et qu'on trouve sous la plume des chroniqueurs, comme étant le moment de ce qu'on appelait la grosse peur de 1524. Au printemps 1524, en mai 1524, les Parisiens sont persuadés que Paris va disparaître, que Paris va être réduite en cendres, et que les ennemis du royaume de France et les ennemis de Paris ont résolu un plan pour anéantir Paris. De quoi s'agit-il? À l'origine, c'est l'arrivée d'une nouvelle extraordinaire et terrifiante, inouïe, qui arrive à Paris dans la nuit du 24 mars, enfin non, quelques jours après, la nouvelle d'un événement inouï qui a été commis dans la nuit du 24 mai 1524, lorsque la ville de Troyes a disparu dans les flammes. Donc le 24 mai 1524, la ville de Troyes est en Champagne, est presque entièrement détruite par un incendie qu'on suppose criminel. Et de là, les nouvelles arrivant à Paris de cet incendie à Troyes sont accompagnées de rumeurs les plus folles, selon lesquelles les auteurs de l'incendie troyen auraient pour objectif de désormais s'en prendre à Paris, et que Paris est l'étape suivante sur leur itinéraire criminel. Je vous rappelle que l'incendie criminel, ce qu'on appelle le boutement de feu, les incendiaires on les appelle les bouts de feu, l'incendie criminel est certainement un des crimes les plus importants à l'époque, et les matériaux de construction des villes et puis l'urbanisme médiéval expliquent très largement que c'est une crainte qui n'est pas complètement infondée. Parlez-en aux Troyens qui ont vu leur ville quasiment réduite en cendres. En tout cas, cette nouvelle et les rumeurs qui suivent cette nouvelle mettent les Parisiens dans un état de panique extraordinaire. Des mesures de sécurité sont prises, en particulier pour sécuriser la ville la nuit, pour essayer d'éclairer la ville la nuit. Mais on est persuadé que ce sont des jeunes gens, on en a déjà arrêté quelques-uns. Ils se déguisent, ils prennent l'apparence de marchands ou de gens des campagnes. Ils ont des matériaux très bizarres, le feu grégeois ou des poudres. Voilà. Donc tout ça est très très mystérieux, très dangereux. Parfois on dit même que c'est Charles Quint qui serait derrière le complot. Et un beau matin où on a trouvé plusieurs croix dessinées sur les portes de certaines maisons à la craie, on est persuadé que l'exécution du complot ne va pas tarder. Ce qui est intéressant dans cet épisode d'exacerbation des peurs et de la panique, c'est qu'il permet de préciser et de définir qui sont les responsables de cela, et donc de redéfinir le stéréotype du danger social au début du XVIe siècle. Parce que qui sont les suspects? Qui est-ce qu'on arrête? Ou en tout cas, qui sont ceux qui sont visés par les ordonnances municipales, les ordonnances du Parlement de Paris, qui tentent donc de sécuriser l'espace? Qui sont les suspects? Ce sont les vagabonds. C'est-à-dire ces pauvres étrangers
qui sont désignées, en tout cas comme les personnes, sinon responsables, en tout cas les plus suspectes. La population parisienne partage cette idée que ce sont les vagabonds qui sont responsables de cela. Il ne fait aucun doute, je cite les expressions qu'on retrouve dans plusieurs journaux, que les belistres et les marauds sont responsables de ces incendies. On assiste même à des scènes de lynchage populaire qui accompagnent pourtant les exécutions judiciaires légales et en bonne et due forme, qui ne parviennent pas à calmer les esprits aussi rapidement que l'on le voudrait. On le voit, la rumeur est un instrument de contrôle social extraordinairement efficace. Bon. C'est une rumeur, c'est une grosse peur, puisque vous le savez, Paris n'a pas disparu en 1524. Et il faut plusieurs mois pour que cette angoisse disparaisse. On voit à partir de septembre, octobre, les chroniqueurs ne parlent plus d'exécution, ne parlent plus de ça, bon, et la menace semble s'estomper progressivement. Mais ce n'est pas non plus une simple poussée délirante que les Parisiens de l'époque auraient pu avoir collectivement. Jean Delumeau dit la chose suivante à propos des rumeurs, qu'elles reposent toujours sur un fond préalable d'inquiétudes accumulées et sur la convergence de plusieurs menaces. Et de fait, cette nouvelle, elle arrive à un moment où précisément le terreau est extraordinairement fertile pour que puisse progresser une rumeur aussi importante que cela. À partir des années 1520, on entre dans une période où ce que l'on appelle généralement le beau XVIe siècle, vous savez, cette période de reprise économique, de reprise démographique, de mieux-être, après quoi? Après les crises démographiques terribles de la peste noire, après la guerre de 100 ans, donc cette période de reprise et d'embellie connaît à partir des années 1520 ses premiers craquements et ses premières fissures. On peut les énumérer rapidement. En France, c'est la reprise de la guerre contre Charles Quint. À plusieurs reprises, je vous l'ai dit, les troupes ennemies ont pu se trouver à quelques dizaines de kilomètres des portes de Paris. Les épidémies de peste reviennent, alors que les phénomènes s'étaient relativement espacés. La peste est restée endémique, mais les épisodes de déclaration de la maladie étaient plus rares. Plusieurs années sont très mauvaises pour les récoltes. Les crises rurales réapparaissent, accompagnées de phénomènes de paupérisation des populations rurales, de dépossession de la propriété paysanne. N'oubliez pas aussi que depuis 1517, en Allemagne, se développe une religion nouvelle, et que ce que l'on appelle le péril luthérien, dans la France encore très catholique, commence à s'insinuer en France à partir de 1519. Bon. Vous mettez tous ces ingrédients ensemble, vous secouez bien fort, et vous comprenez que, effectivement, en 1524, le climat est un climat qui est propice aux peurs les plus grandes. Selon l'historien Denis Crouzet, en 1524 est, je le cite, une année de seuil pour l'humanité, une année au-delà de laquelle commence le temps des périls et le temps de l'angoisse. Les pronostications, comme on dit, c'est-à-dire les prédictions par les astrologues, prédisent une disparition de l'humanité, alors par différents fléaux, de toute façon, la fin des temps est proche. Le déluge universel risque de s'abattre. Et donc, dès qu'on a une journée très très pluvieuse, on est persuadé que ça y est, le déluge va s'installer, et va anéantir l'humanité. Bon. On est donc effectivement dans ce terreau donc, très favorable à la rumeur, et une rumeur donc, qui, je vous le disais, associe et désigne les pauvres comme les responsables, et associe désormais d'une manière très enracinée dans les mentalités la pauvreté, le vagabondage et la criminalité. Ces trois ingrédients, ces trois éléments qui fondent le stéréotype social du marginal dangereux. Le marginal commence à incarner un danger social. À vrai dire, alors ça sont des choses qui sont bien établies par les historiens depuis pas mal de temps, en particulier depuis les années 70. On travaillait beaucoup sur la marginalité. Le contexte intellectuel était favorable à essayer de faire parler ceux qui n'avaient pas la parole, et donc en particulier les pauvres, les marginaux, le peuple. Et de Bronislaw Geremek à Jean-Pierre Guthon, plutôt pour la période moderne, ces historiens ont essayé de montrer comment se
réalisé ce qu'on appelait le changement de regard sur le pauvre. Comment est-ce qu'on est passé d'un pauvre qui, à l'époque médiévale, incarnait la pauvreté du Christ et était donc l'objet d'une charité chrétienne nécessaire, à un pauvre qui est désormais l'incarnation de tous les dangers. Danger social, danger économique, danger épidémique aussi, puisqu'on considère que ce sont les vagabonds qui sont les vecteurs des épidémies. Et de fait, le renversement de la conjoncture, en particulier la multiplication des crises rurales et la déstabilisation du monde rural, pousse sur les routes vers les villes et par des effets de hiérarchie vers la capitale en particulier, un nombre croissant de miséreux venus des campagnes, de Picardie, de Champagne, de Normandie, qui alimentent donc des flux importants de pauvres qui viennent chercher secours en ville. Et donc créer un contexte social particulier et des phénomènes de rejet de la part des populations établies, en particulier, on l'a vu autour de l'épisode de la grosse peur. Ce stéréotype, on le retrouve donc durant toute la période, et puis il ne disparaîtra pas après. On le retrouve également sous la plume de l'un des plus célèbres chroniqueurs du XVIe siècle, Pierre de l'Estoile, qui a tenu ses mémoires journaux pendant une grande partie de sa vie, de 1574 à 1610, et qui est évidemment une source extraordinaire pour nous aujourd'hui. Au fur et à mesure que Pierre de l'Estoile vieillit, au fur et à mesure, parce qu'on peut suivre comme ça son existence de 1574 à 1610, au fur et à mesure qu'il vieillit, au fur et à mesure que les difficultés familiales et financières s'abattent sur lui, au fur et à mesure que la mort approche, le chroniqueur se montre de plus en plus pessimiste, et vous allez comprendre ce dont je parle, voilà, en nous contentant de lire la manière dont il débute son journal pour l'année 1606, et vous allez voir que la tonalité est pour le moins pessimiste. Force meurtres, assassinats, voleries, excès, paillardises et toutes sortes de vices et impiétés règnent en cette saison extraordinairement. Insolence de laquais à Paris jusqu'aux meurtres, dont il y en eut de pendus. Faux monnayeurs pris et découverts. 2 assassins qui avaient voulu assassiner le baron d'Opter en sa maison, roués tout vifs en grève. Un marchand venant à la foire, tué d'un coup de couteau qu'on lui laisse dans la gorge, trouvé dans cet état le long des tranchées du faubourg Saint-Germain. 119 autres qu'on trouve avoir été tous tués et assassinés en un seul mois dans les rues de Paris, dont on a pu encore découvrir les meurtriers. Pauvre commencement d'année, nous menaçant de pire fin par la constitution des temps si piteuse qu'elle semble pleurer nos péchés, au défaut de la crainte de Dieu, qui ne se trouve plus aujourd'hui entre les hommes. Bon. Vous voyez que cette comptabilité très très macabre, le 19 plus tous ceux qui sont évoqués auparavant, vous montre que effectivement Pierre de l'Estoile tient à tenir cette comptabilité du crime. Un peu plus tôt, il écrivait dans son journal « Chose étrange de dire que dans une ville de Paris se commettent avec impunité des voleries et brigandages, tout ainsi que dans une pleine forêt. » Donc cette métaphore, enfin cette image de Paris plus dangereuse qu'une profonde forêt, alors c'est pas nouveau, on la trouve déjà au Moyen-Âge, en particulier sous la plume des réformateurs et des agents du roi, on la retrouve jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, peut-être même Patrice Pévry vous en parlera, le Paris de Cartouche est décrit comme une ville qui est plus dangereuse à traverser qu'une profonde forêt. On dit aux voyageurs, évitez Paris, c'est trop dangereux. Mieux vaut risquer de traverser les bois infestés de brigands. Bon. Alors, voilà pour une description générale des choses selon Pierre de l'Estoile, dont on voit qu'il est relativement pessimiste. Il est intéressant pour nous, Pierre de l'Estoile aussi, parce que je vous disais, il est très intéressé par les crimes. Le crime l'intéresse beaucoup, il est audiencier au Parlement de Paris, donc il suit un petit peu il suit même de manière très très précise ce qui se passe au Parlement de Paris, en particulier ce qui est jugé à la chambre criminelle du Parlement de Paris. Il est très curieux, c'est un lecteur insatiable, et ses journaux en témoignent, il lit tout. Les premiers périodiques, le Mercure François qui paraît à partir de 1603, et en particulier, il raffole, bien qu'il les critique en disant que c'est vraiment de la littérature de caniveau, mais pourtant il les achète en très très grand nombre, il raffole donc des histoires tragiques et surtout de ce qu'on appelle les canards sanglants. Vous savez, les canards, c'est l'ancêtre du périodique, ce sont des feuilles volantes,
qui étaient généralement imprimées, donc des feuilles volantes qui se vendaient très peu cher, d'assez mauvaises factures, avec des images qui étaient réemployées selon des textes, et puis on racontait pas mal de choses, des naissances monstrueuses, des comètes qui étaient nécessairement le signe de la colère de Dieu, mais également de plus en plus se développe un genre qui est très en phase aussi avec le temps, hein, avec un temps d'inquiétude largement lié aux angoisses religieuses et aux guerres de religion par la suite, ce qu'on appelle les canards sanglants, qui relatent donc des crimes les plus odieux. Ces canards sanglants, ils sont à même de satisfaire le goût du sensationnel dont fait preuve manifestement Pierre de l'Estoile, qui lui-même écrit véritablement, on peut parler avec Pierre de l'Estoile de véritables faits divers criminels. En réalité, on pourrait faire une généalogie antérieure qui montrerait comment est-ce que les chroniqueurs se mettent à raconter les choses sous la forme de faits divers. La chose, en tout cas, est très bien, est tout à fait établie pour Pierre de l'Estoile, précisément parce qu'il lit beaucoup de cette littérature, qui sait comment raconter les crimes les plus odieux. Et donc, sur le mode des histoires tragiques et des canards sanglants, Pierre de l'Estoile enregistre plus de 370 faits criminels, je les ai comptés, entre 1574 et 1610. Donc, ce qui l'intéresse plus particulièrement, ce sont en particulier les crimes familiaux. Et c'est ce qui marque le plus l'attention. Les parricides, les femmes qui épousent leur mari à coups d'arsenic dans la soupe, etc. Ça, ce sont des choses qui retiennent son attention. Parce que précisément, et ils retiennent son attention pas seulement à Pierre de l'Estoile, hein, c'est ce qui fait aussi le succès de ces canards sanglants, c'est une remise en cause de l'ordre patriarcal établi qui marque les esprits. Mais il y a une deuxième source d'inquiétude pour Pierre de l'Estoile que l'on voit, grossir au fil des pages, ce sont les crimes commis par, les crimes plus ordinaires, mais certainement plus sourds et plus inquiétants, commis par la frange pauvre de la population parisienne. Ce qui l'inquiète en particulier, ce sont les domestiques assassins. Hein. Cette catégorie véritablement effrayante de jeunes laquais tueurs, on l'a vu tout à l'heure, de chambrières égorgeuses et de serviteurs cachés sous le lit de leur maître qui attendent la nuit tombée pour sortir de grands couteaux, égorger leur maître et voler tout leur argent. Ces figures noires d'une domesticité inquiétante peuplent véritablement les pages du mémorialiste, et ça n'est pas sans raison, hein, un certain nombre de procès retentissants ont pu mettre en scène des ressorts tels que celui-ci. De plus en plus, ce qui l'inquiète également, ce sont ces criminels qu'il désigne avec des noms qui sont assez savoureux. Ce sont les matois, les larrons de nuit, les coupe-bourses, les tire-manteaux sur la brune, celle-ci elle est particulièrement jolie, pour désigner des voleurs qui sont des voleurs redoutables. Pourquoi ? Parce que, Pierre de l'Estoile le dit, le vol c'est la porte ouverte sur le crime, c'est la porte ouverte sur l'assassinat. Et ces voleurs inquiétants, ce sont des voleurs qui peuvent se faire assassins par nécessité. Et c'est donc cette hybridation du vol et du meurtre qui est particulièrement redoutable si l'on lit Pierre de l'Estoile. Pourquoi aussi ? C'est parce que ces voleurs, ils s'organisent en bandes. Évidemment, du coup, ils sont plus efficaces, ils sont plus redoutables, disséminés dans plusieurs espaces de la ville. En particulier, si on veut essayer de localiser des choses, à plusieurs reprises, le Pont-Neuf apparaît comme une sorte de quartier général des voleurs à la tire. On le sait, alors évidemment, les voleurs vont aux endroits où ils sont susceptibles de voler des choses intéressantes. Vous le savez, le Pont-Neuf, depuis son achèvement, est un grand lieu de promenade parisienne. On va voir le Cheval de Bronze. Et c'est un lieu de promenade. Alors ici, vous avez une gravure... Voilà, 1609, où on voit en particulier les embarras des rues, hein, aussi, ça c'est un grand thème de la ville, les carrosses, et toute cette foule qui évidemment peut susciter l'appétit des voleurs. Attention, ces voleurs, ils peuvent être très dangereux. À plusieurs reprises, Pierre de l'Estoile raconte des anecdotes dans lesquelles des voleurs ont été détroussés, mais aussi passés par-dessus bord et jetés à la Seine. Bon. On est à 2 pas du palais de justice, c'est ce que dit Pierre de l'Estoile, c'est ça qui le rend le plus... j'allais dire le plus fou, mais il y a quelque chose de ça. Il ne comprend pas comment, à quelques mètres du palais de justice, qui est l'incarnation de la justice du roi, puisse se commettre de tels crimes. En 1605, sévit la bande des Barbets. Alors, qui sont les Barbets ?
Sur la fin de cet an 1605, et pendant tout ce mois, plusieurs personnes à Paris furent volées à leur maison en plein jour par une espèce de larron qu'on appelait Barbet, lesquels, trouvant moyen d'entrer aux maisons sous couleur d'affaires qu'ils disaient avoir au maître d'Issel, après les avoir accostés sous prétexte de leur parler, leur demandaient de l'argent avec le poignard sous la gorge, et il falloit qu'ils en baillassent. Il fallait qu'ils donnent de l'argent. Voyez ici l'impunité extraordinaire de ces voleurs, qui non seulement... qui désormais s'introduisent même à l'intérieur des maisons sous des prétextes fallacieux, en plein jour et en toute impunité, ce qui est absolument extraordinaire, et extraordinaire au sens d'inouï et de très très inquiétant. En 1606, ce sont les mendiants irlandais qui défraient la chronique. Ai-je le texte ici? Oui. Tous les Irlandais qui étaient en grand nombre, gens experts en l'art de gueuserie et excellents en cette science par-dessus tous ceux de cette profession, qui est de ne rien faire et de vivre aux dépens du peuple et aux enseignes du bonhomme Pétot d'Orléans, au reste, habiles de la main et à faire des enfants, de la maignée, desquels Paris est tout peuplé. Bon. Vous voyez comment ce stéréotype du faux mendiant délinquant est quelque chose qui est assez ancien et puis qui peut se décliner de manière différente, et dont se répétera en particulier cette littérature de gueuserie dont je vous parlais, de la même manière que les bohémiens, ce qu'on appelle les Égyptiens à l'époque, utilisent de pareils stratagèmes, mutilent volontairement leurs enfants pour pouvoir obtenir de l'argent, etc. Bon. Vous le voyez, Pierre de l'Estoile se félicite de leur expulsion spectaculaire, ordonnée par le bureau de la ville de Paris, belle décharge pour la ville de Paris, dès longtemps attendue, mais différée à l'extrémité, comme sont ordinairement ici les bonnes règles et polices concernant le bien et le salut du peuple. Bon. Cette satisfaction, vous voyez, elle est matinée d'une sorte de lassitude extraordinaire qu'exprime Pierre de l'Estoile, qui se plaint de, je cite un autre endroit, cette douceâtre et mollasse justice, qui, selon lui, n'est pas assez prompte à vider la ville de ses éléments les plus perturbateurs. Et c'est un véritable appel à la force publique, et en particulier à la force publique exercée par le roi, que Pierre de l'Estoile se livre. Alors, voyant le temps qui avance, je me contenterai de brosser à très grands traits ce que je voulais vous montrer dans le grand 2 sur précisément la position de ces autorités par rapport aux problèmes. En problème, je mets des guillemets pour pas trop m'aventurer, en tout cas au problème du paupérisme. Je vais me contenter juste là peut-être de dire les choses très rapidement, parce que ce sont des choses qui sont bien connues et pas spécifiques à Paris, puisque là, en la matière, souvent Paris n'est pas toujours pionnière, en la matière en particulier en ce qui concerne la réforme de l'assistance aux pauvres. On considère depuis la fin du XVe siècle que les institutions traditionnelles de l'assistance aux pauvres, qui sont exercées par les établissements religieux, sont de plus en plus dépassées par les phénomènes. C'est la raison pour laquelle on décide, au tournant du XVe et du XVIe siècle, d'engager une profonde réforme de ces institutions d'assistance, qui sont laïcisées, municipalisées, c'est-à-dire désormais dirigées par la ville, financées donc par la ville, c'est-à-dire par les bourgeois, hein, avec l'idée donc de venir au secours des pauvres de manière plus efficace que ne le feraient les institutions religieuses. Ça donne lieu en 1544, après plusieurs années de mise en œuvre, à la création du Grand Bureau des pauvres, qui est donc créé en 1544, plusieurs années avant l'aumône générale de Lyon, qui a été créée quant à elle en 1531. Pourquoi Lyon si tôt? Parce qu'à Lyon, il y a eu la Grande Rebenne, qui a été une grande émeute populaire où les bourgeois lyonnais ont eu tellement peur qu'ils ont été convaincus qu'il fallait absolument faire quelque chose avec ce petit peuple menaçant, essayer de lui venir en aide. Ces institutions, elles fonctionnent sur le principe, alors elles ont du mal à fonctionner parce que les bourgeois traînent la patte pour payer, et puis c'est compliqué à faire fonctionner, mais néanmoins, ce que ça intègre, c'est l'idée qu'il faut faire un tri entre les bons pauvres et les mauvais pauvres. Il faut secourir les bons pauvres. Qui sont les bons pauvres? Ce sont ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont infirmes, parce qu'ils sont trop vieux. Et puis on les connaît, ce sont les pauvres de chez nous, les pauvres natifs. Alors vous comprenez qui sont les mauvais, hein? Ce sont les étrangers, et ce sont ceux qu'on appelle les oisifs, hein? Ceux qui se vautrent dans l'oisiveté, c'est-à-dire qui pourraient travailler, mais qui refusent de travailler. Et comme vous le savez tous, l'oisiveté est la mère de tous les vices.
du blasphème, du crime, de l'impiété, etc., etc. Cette idée qu'il faut faire un tri entre le bon pauvre et le mauvais pauvre est une idée qui, effectivement, organise le principe à la fois de l'assistance, mais aussi de l'autre côté, de la répression et de la criminalisation des pauvres. Hein. Les deux s'articulent, enfin, oui, les deux sont articulés et sont ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler ensuite les populations dangereuses, les vagabonds et les gens oisifs, qui sont la cible de la répression la plus forte. De quoi s'agit-il à Paris? Généralement mettre les gens dehors, et sont réitérés régulièrement, et en particulier en temps de crise, des injonctions à quitter la ville. C'est le cas par exemple en 1523, mais encore en mai 1524, où on fait crier à son de trompe au carrefour de Paris que les vagabonds, et en particulier les gens de guerre, doivent quitter la ville dans les 24 heures, sous peine de la hare, c'est-à-dire sous peine de la corde. Bon. Alors, en Angleterre, la législation est beaucoup plus sanglante, mais voilà, dans les épisodes les plus tragiques en France, on promet la corde à ces vagabonds étrangers qui ne voudraient pas quitter la ville. En fonction des besoins de la guerre aussi, on peut organiser de grandes rafles de vagabonds pour garnir les galères royales en stationnement à Marseille et organiser ainsi, dans une sorte de double objectif, à la fois une sorte de purge de la ville et puis également un moyen donc, pour faire la guerre en Méditerranée. Donc, réforme de l'assistance pour les bons pauvres, entre guillemets, criminalisation des mauvais pauvres, entre guillemets. Autant vous dire que faire la distinction entre les bons et les mauvais, c'est compliqué. Et les Parisiens eux-mêmes ont du mal à faire cette distinction. C'est quelque chose d'assez paradoxal, mais enfin c'est assez logique. La charité que l'on accorde aux pauvres, c'est une charité qui vous permet de gagner votre salut dans l'au-delà. Et abandonner la pratique de l'aumône manuelle pour une grande institution qui serait financée par l'imposition, c'est quelque chose que les Parisiens ont du mal à accepter. De la même manière que parfois les Parisiens viennent s'interposer entre les agents du Châtelet et les pauvres qu'on essaierait d'arrêter. Hein. Donc il y a quand même des pratiques de charité en particulier qui résistent. Enfin, troisième temps, les réformes policières. Alors, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Peut-être je vous laisserai lire plus tard voilà, je voulais vous mettre cette belle image qui n'est pas parisienne, mais qui est très belle. Lire un certain nombre de textes qui organisent. Alors, la principale force de police dans la capitale, je pense que vous en avez parlé la semaine dernière, c'est le Châtelet. Et ce qui se poursuit au XVIe siècle, c'est cette entreprise de mainmise de la monarchie sur les institutions en charge de l'ordre public dans la capitale, et en particulier de renforcement des forces du Châtelet par différents moyens. Et en particulier au Châtelet, ce que l'on crée... Alors, c'est peut-être plus symbolique qu'avec des effets réels, mais en tout cas, le discours, lui, est assez intéressant pour vous montrer quelle est l'idée du roi dans la manière de réprimer le vagabondage qu'on considère comme responsable de l'ensemble de la délinquance, ou en tout cas de l'insécurité parisienne. François Ier crée... en 1526, une nouvelle fonction, un nouvel agent au sein du Châtelet, qui est le lieutenant criminel de robe courte. Vous savez qu'on porte, la robe est toujours portée par les ecclésiastiques ou par les magistrats, ça reste une sorte de privilège vestimentaire ostensible encore au XVIe siècle, mais si vous voulez courir après les vagabonds et les voleurs, vous avez intérêt à avoir une robe courte. Donc 1526, donc le lieutenant de robe courte, qui a spécifiquement pour tâche, il est entouré d'une escouade de 20 archers, de sillonner la ville, l'espace public. Alors là, c'est intéressant parce que ça vous montre qui sont les populations dangereuses. Les pauvres, les vagabonds, les aventuriers. Quels sont les lieux dangereux? L'espace public, les rues, les carrefours, les places, même si au XVIe siècle, les places, c'est quelque chose d'assez particulier. Et puis les tavernes aussi, qui sont censées être l'objet d'une surveillance assez étroite, parce qu'on le sait bien, les tavernes sont le repère de la débauche. Pourquoi? Parce qu'on y boit et parce qu'on y joue, ce qui est généralement le facteur du blasphème et de la violence. J'ajouterai à cela qu'en 1561, les bordels parisiens sont fermés, et que c'est la fin de la prostitution dans sa forme légale et tolérée dans la capitale. C'est pas la fin de la prostitution, bien entendu, mais désormais la prostitution va encore plus qu'avant être clandestine et se réfugier dans les marges de la ville et dans les faubourgs en particulier.
je vous laisserai lire ce texte, alors, qui a son jargon législatif, mais qui est intéressant pour comprendre la manière dont on se représente les dangers dans la vie. Il me reste 5 minutes pour vous évoquer mon dernier point. Face à ces discours qui sont des discours assez unanimes, donc des contemporains, mais aussi des pouvoirs publics, en particulier de la couronne, qui entend réformer les institutions de l'ordre dans la capitale. Et vous savez, c'est un discours assez classique. Si vous voulez réformer quelque chose, il faut dire que ce qui existe ne marche pas, et que tout est catastrophique, et que la ville est remplie de vagabonds, de ruffians et de voleurs. C'est la raison pour laquelle il faut transformer le guet bourgeois. C'est la raison pour laquelle il faut multiplier les agents du Châtelet dans la ville. Voilà comment les choses fonctionnent. Bon. Alors évidemment, la tentation, c'est de se demander... alors, qu'en est-il dans la pratique et qu'en est-il dans la pratique judiciaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver dans les sources judiciaires, dans l'exercice de la police et de la justice? Sources judiciaires, pourquoi? Parce que la police est encore au XVIe siècle très largement subordonnée à l'activité judiciaire. Et que la police n'est pas encore conçue comme un corps et comme des compétences autonomes de la justice. Et ce sont donc dans les fonds des archives judiciaires qu'il faut aller chercher l'activité policière et la répression des désordres parisiens. Alors évidemment, on n'y trouvera pas la réalité de la situation. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce sont des sources qui comportent de très nombreux biais. Et la criminalité qui apparaît dans ces sources, c'est uniquement ce qu'on appellerait la criminalité apparente. La criminalité réelle, personne n'en sait rien. C'est la criminalité apparente. Et puis, par ailleurs, un obstacle de taille, les archives du Châtelet, donc de la principale force de police parisienne au XVIe siècle, ont disparu pour le XVIe siècle. Il en subsiste un certain nombre de lambeaux encore au XVe siècle, mais pour le XVIe siècle, et en gros, jusqu'à la création de la lieutenance générale de police de Paris en 1667, donc jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on n'a pas de source des commissaires du Châtelet. Alors évidemment, là, il nous manque quelque chose d'important. Alors, on ne va pas se laisser absolument abattre et aller regarder ce qui se passe dans d'autres tribunaux parisiens, parce que je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, mais jusque donc aux années 1660, en particulier à l'édit de Réunion de 1674, Paris est une véritable mosaïque juridictionnelle. C'est-à-dire que le Châtelet est tout puissant, a des compétences qui s'étendent de plus en plus, mais subsiste toujours une vingtaine de seigneuries qui ont des pouvoirs judiciaires, en particulier des seigneurs ecclésiastiques. Et une de ces plus grosses seigneuries, qui a un tribunal encore très très actif, et qui produit des sources, qui produit du papier, et qui a donc produit des archives qui ont eu le bonheur d'être conservées jusqu'à nos jours, et c'est la raison pour laquelle on peut travailler sur ces archives. C'est l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui est toujours seigneur au justicier, c'est-à-dire qu'il a le droit de condamner à des peines infamantes, c'est-à-dire à la torture, à la peine de mort. Il y a toujours un gibet à Saint-Germain-des-Prés, des prisons qui se trouvent dans l'abbaye. L'abbaye, vous voyez, toujours fortifiée ici. Donc les prisons et l'auditoire se trouvent ici. Donc Faubourg Saint-Germain-des-Prés, qui est un des plus gros faubourgs de Paris au XVIe siècle, et connaît une croissance extraordinaire. À titre de comparaison, mais vous regarderez ça peut-être plus en détail plus tard, c'est vraiment un des quartiers de Paris qui connaît une des croissances les plus spectaculaires au XVIe siècle. Ce faubourg Saint-Germain-des-Prés qui a donc laissé des archives importantes. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces archives? Est-ce qu'on trouve ces matois et ces marauds qui font autant peur aux chroniqueurs? Eh bien, on a du mal à les trouver. Bon, c'est pas très très surprenant, vous me direz, mais ça c'est un trait commun que remarquent les historiens du fait judiciaire et de la criminalité, c'est que précisément les gens de peu et les misérables sont très difficiles à pister dans les sources. Pour vous donner quelques résultats. Si on regarde ce qu'on appelle les informations criminelles, c'est-à-dire les procès qui sont menés devant le juge de Saint-Germain-des-Prés, 70% de ces instructions criminelles sont des cas des voies de fait, c'est-à-dire des violences, injures, coups et blessures, qui la plupart du temps n'ont pas entraîné d'écoulement sanglant. Ça, c'est la limite
pour mesurer la gravité des crimes. C'est de l'injure et du coup de poing ordinaire, pour dire les choses rapidement. C'est de la friction entre voisins. Ce sont des transactions qui se passent mal, ce sont des réputations entachées qui se règlent à coups de poing dans la rue pour rétablir l'honneur de la femme qui a été injuriée, par exemple. Donc pour l'essentiel, il s'agit d'une violence très très ordinaire. Si l'on regarde dans d'autres sources de Saint-Germain-des-Prés, en particulier les registres des geôles de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire les registres d'écrous, lorsque les prisonniers sont menés par les sergents, on a là ici un autre visage de la criminalité germano-pratine, qui est certainement plus le reflet de l'action policière sur le terrain, puisqu'on amène aux prisons les perturbateurs de l'ordre public. Et dans ces registres, lorsque les motifs sont indiqués, c'est le vol qui apparaît effectivement comme le premier des motifs d'incarcération. Ce qui vous montre bien que c'est aussi une priorité pour la justice de l'époque. Beaucoup de femmes, pour vous donner quelques chiffres, 37% des voleurs sont des femmes. Je voulais vous en parler davantage, mais ce sera difficile. Et pas de bandes organisées de grands brigands qui viendraient rançonner tous les passants, mais des petits délinquants occasionnels. Qu'est-ce qui est volé ? Du linge, parce que voilà, dans une économie de la rareté, le linge, c'est un bien qui peut s'échanger assez facilement, donc ce sont des choses qui se volent assez facilement, mais surtout des biens alimentaires, des grappes de raisin, parce que je vous rappelle que Saint-Germain-des-Prés, à l'époque, est un terroir très rural. Parfois des vols qui ont lieu également à la foire de Saint-Germain-des-Prés, qui là aussi est une sorte d'aimant à délinquants, parce qu'à la foire de Saint-Germain-des-Prés, qui a lieu au moment du carnaval tous les ans, là on peut avoir des objets de plus grande valeur. Mais du coup, dans les sources, ces marginaux, ils sont très difficiles à trouver et très largement sous-représentés. C'est normal, c'est-à-dire que lorsqu'on demande aux individus de décliner leur identité, ils ne vous disent pas « je suis vagabond ». Ils disent « je suis cordonnier », sans nécessairement préciser s'ils sont en activité ou pas. Alors, soit c'est une dissimulation volontaire, soit les choses n'est pas précisée. De la même manière que l'incrimination du vagabondage et de la mendicité ne concerne que, pour vous donner des chiffres, que 2% des prisonniers qui ont été, je cite, trouvés oisifs dans les vignes, dans les champs, dans les rues, à la taverne. On ne peut pas parler véritablement de chasse aux indigents au XVIe siècle. Alors, comme on pourrait en parler dans le Paris du XVIIIe siècle, où là les choses sont beaucoup plus institutionnalisées. De la même manière, généralement, la pauvreté et le vagabondage constituent des circonstances aggravantes à des crimes qui, eux, sont incriminés et sont criminalisés, comme le vol, par exemple. Voyez, en mai 1570 est incarcérée Ragonde Moreau, qui est, je cite, « vagabonde, fille de joie demeurant partout », qui est arrêtée pour vol. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pas d'être demeurante partout, pas d'être fille de joie, à vrai dire, parce que sinon à Saint-Germain-des-Prés, les pauvres sergents ne feraient que ça, dit-on, parce que la réputation de Saint-Germain-des-Prés est assez déplorable de ce point de vue-là. Mais c'est le vol qui motive et qui constitue aux yeux de la justice le motif le plus grave. Donc, pour aller très vite, cette criminalité qui apparaît dans les sources de Saint-Germain-des-Prés au XVIe siècle est une criminalité des frictions ordinaires des individus du faubourg, et le juge lui-même ne punit sévèrement que ceux qui sont considérés comme des individus qui sont déjà exclus socialement. Et l'exclusion pénale par le bannissement, qui est la peine généralement la plus prononcée, c'est une peine très très grave, le bannissement, on a l'habitude de dire le bannissement, c'est une peine qui consiste à aller se faire pendre ailleurs. Et c'est véritablement ça, même si c'est difficile à contrôler le bannissement, voire les galères qui peuvent être décidées pour certains criminels, ne sont réservées qu'à des individus qui sont déjà exclus socialement. Il y a des mendiants à Saint-Germain-des-Prés, il y a même des mendiants qui témoignent, des mendiants aveugles qui témoignent avoir vu d'un certain nombre de choses, ce qui est toujours assez savoureux. Voilà. Ceux-là sont intégrés dans la société germano-pratine et ne posent pas de problème, contrairement à d'autres vagabonds qui peuvent davantage
inquiété. Je voulais terminer en vous montrant ce document d'archives. Alors pour les paléographes, vous pourrez vous amuser à le lire chez vous. Il s'agit d'une plainte collective déposée par les habitants de la rue du Four en juin 1610. On en a plusieurs comme ça à ce moment-là. On est dans une période très bizarre, très particulière. Henri IV a été assassiné quelques semaines auparavant. Les Parisiens, enfin la ville est dans un état tout à fait de panique assez généralisée. L'immigration reprend de plus belle. Et de fait, les habitants des faubourgs subissent de plein fouet toutes ces inquiétudes. Ils ne sont pas protégés par les murailles. Ils passent leur temps à réclamer, à être intégrés dans le système défensif. Les Parisiens les traitent de cousins éloignés, mais ne veulent pas reconnaître qu'ils soient frères et qu'ils puissent être protégés également. Et on voit avec des plaintes comme celle-ci l'inquiétude des gens bien établis, c'est-à-dire des gens bien établis du faubourg, c'est-à-dire ce qu'on appellerait l'espèce d'aristocratie manouvrière du faubourg, c'est-à-dire les maîtres bouchers, les maîtres menuisiers, etc., qui eux sont installés et qui ne supportent plus toute l'agitation qu'ils dénoncent, toute l'agitation qui se trouve autour de certaines maisons qui sont des maisons réputées pour accueillir des filles de mauvaise vie, comme on dit, et donc toute la faune qui gravite autour de ces maisons. Et donc à l'été 1610, on voit plusieurs riverains qui vont collectivement porter plainte auprès du magistrat en disant « ça suffit, on ne supporte plus ». Les cris jusqu'au milieu de la nuit, les bagarres dans la rue, les épées, etc. Nous sommes d'honnêtes familles et nous voulons la tranquillité. Et on voit cette espèce d'appel un petit peu désespéré d'une partie de la population face à des gens extérieurs qui ne souhaitent plus, qui posent problème. Alors, d'un mot pour conclure, et je m'excuse d'avoir été aussi longue, loin des clichés les plus noirs, qui sont ceux qui sont véhiculés par les contemporains. Également ceux qui sont repris dans le discours des autorités, dans les préambules des textes de loi. Mais aussi par une bibliographie qui, pendant longtemps, a considéré que tout ce qui avait précédé la création flamboyante de la lieutenance générale de police de Paris en 1667 n'était que chaos, désordre et archaïsme. Donc loin de tous ces clichés, Paris n'est, semble-t-il, pas l'affreux coupe-gorge ainsi unanimement dénoncé. Sans doute les tensions sont-elles plus vives qu'ailleurs, et de fait Paris est une sorte de chaudron démographique et social tout à fait extraordinaire, mais ça tient malgré tout. Et les explosions de violence sociales sont relativement limitées. Alors, si vous voulez, on pourra parler des guerres de religion, parce que peut-être que ça vous a traversé l'esprit que la violence collective n'est pas complètement absente, bien que je ne vous en ai pas parlé. Ces cours des miracles, dont vous entendrez parler certainement à partir de la semaine prochaine, et qui, selon en particulier l'érudit Henri Sauval, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un parlementaire qui, au XVIIe siècle, dit que les cours des miracles ont toujours existé. Elles sont aussi anciennes à Paris que les gueux et la gueuserie. Force est de constater que les sources du XVIe siècle, en tout cas ce dont on dispose, ne permettent pas d'affirmer qu'effectivement de telles concentrations de marginaux délinquants puissent exister. De la même manière que les royaumes de marginaux parisiens constituent moins des espaces géographiques qu'on arriverait à déterminer qu'un espace social, mental et littéraire aussi. Je pense que vous en parlerez très largement la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie. Quelqu'un a-t-il une première question ? Bon, et bien. Ah, voilà. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les fameux Irlandais ? Est-ce que ce seraient des réfugiés des guerres d'Irlande qui commencent à cette époque ou pas ?
Alors, évidemment, c'était la piste possible, mais l'Estoile ne dit rien sur la confession de ces Irlandais. Mais certainement, les choses sont-elles liées. Lui, il se les représente vraiment comme une espèce de groupe qui, avec des structures, des noyaux familiaux qui circuleraient, voilà, comme les Bohémiens. Mais voilà. Et j'ai pas réussi à trouver de traces d'eux dans les sources judiciaires. Est-ce que tout Paris était dangereux ou est-ce qu'il y avait quelques îlots où on pouvait être un peu tranquille, comme maintenant, comme à notre époque, ou est-ce que c'était des no-go zones partout? Alors, on peut faire plusieurs réponses. L'organisation sociale de Paris est effectivement encore au XVIe siècle. La répartition est très très mélangée. Il n'y a pas encore de phénomène de ségrégation socio-spatiale comme les choses se mettent en place à partir du XVIIe siècle, où on voit des quartiers qui commencent à devenir des quartiers chics. Le Marais, le Louvre et Saint-Germain, qui constituent 3 pôles. Voilà. Alors du coup, en contraste de ça, quels sont les quartiers qui sont les quartiers les plus populaires? Et si on dit populaire, ça ne veut pas nécessairement dire criminel ou dangereux. Tout le quartier idéal, le quartier des Innocents. Hein, le cimetière des Innocents était un lieu d'une activité sociale très très intense. Tout ce quartier donc des Halles et du cimetière des Innocents, le port de Grève également. Mais dans les sources, moi je n'arrive pas à repérer, enfin de toute façon elle nous manque parfois, enfin souvent pour Paris, d'endroits qui seraient des endroits plus criminogènes que d'autres, ou des endroits dans lesquels on pourrait trouver des concentrations de population particulièrement dangereuses. Lorsque la question a été posée, quand on s'est posé la question, des historiens se sont posé la question, je pense notamment à un article d'Arlette Farge au XVIIIe siècle, elle répond de la manière suivante, elle dit « Les points chauds de Paris, c'est les points où il y a beaucoup de monde, où il y a de la friction, enfin de la circulation, des frictions sociales, qui peuvent amener à un certain nombre de dérapages. Donc de fait, si on essaye de placer des points sur les cartes, où est-ce que les incidents peuvent se produire? Dans les endroits où ils ont plus d'occasion de se produire. Mais est-ce que on pourrait identifier cette fameuse cour des miracles quelque part sur une carte? C'est impossible pour le XVIe siècle. Je ne suis pas sûre que ce soit possible pour le XVIIe, mais en tout cas pour le XVIe, ça ne l'est pas. Et l'habitat est encore socialement très mélangé. Dans une même maison, les riches, pour simplifier, habitent au premier étage. Une maison au XVIe siècle, qui est une maison au XVe siècle, les choses fonctionnaient ainsi. Donc l'urbanisme qui reste médiéval au XVIe siècle fait que les maisons s'organisent ainsi. Au rez-de-chaussée, généralement, se trouve l'atelier ou la boutique qui s'ouvre, l'ouvroir qui s'ouvre sur la rue. Au premier étage, on trouve le propriétaire de la maison ou le principal locataire si le propriétaire n'habite pas là. Et puis ensuite, tout au-dessus, des pièces de plus en plus petites et dans lesquelles il y a de plus en plus de monde. Mais voilà, c'est un habitat qui est socialement encore très très mélangé. C'est à partir du début du XVIIe siècle où on voit vraiment des quartiers plus chics qui s'isolent, dont Saint-Germain-des-Prés est aussi un des grands pôles en regard du Louvre. Voilà. Oui, bonjour, merci pour cette conférence et merci à celles et ceux qui organisent ce cycle vraiment passionnant. Vous n'avez pas eu le temps, mais vous l'avez évoqué d'un mot, vous n'avez pas eu le temps de parler des guerres de religion. Or, le titre de la conférence, c'est Paris, capitale du crime, sans point d'interrogation, si je ne me trompe pas. Si, il y a un point d'interrogation, pardon. Donc, à l'école, moi, j'ai appris qu'il y avait eu la Saint-Barthélemy en 1572. Alors, je ne sais pas si c'est un crime ou pas, mais juste, vous pourriez nous dire quelques mots sur l'impact des guerres de religion au XVIe siècle sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, c'est une question évidemment qui est à la fois centrale et complexe. C'est la raison pour laquelle je l'ai éludé, ce que vous avez bien entendu remarqué. C'est une question très à part parce que la violence de religion, la violence des guerres de religion, c'est une violence qui est assez particulière malgré tout, qui fonctionne sur des mécanismes encore différents, et qui donne lieu évidemment à des épisodes qui sont tout à fait particuliers. Cette histoire, si vous avez, sans doute les connaissez-vous, si vous avez besoin de vous y rapporter, donc évidemment les travaux de Denis Crouzet
Les guerriers de Dieu, hein, qui parle de cette violence religieuse, mais qui est une violence avec des rituels encore tout à fait spécifiques, avec des objectifs en particulier de purification de l'espace et de la communauté humaine, de ce qui est la souillure qui provoque la colère de Dieu. Et c'est une violence purificatrice, hein, la Saint-Barthélemy. Hein. Il faut faire couler le sang pour obtenir le pardon de Dieu. C'est la raison pour laquelle les cadavres sont atrocement mutilés. Il s'agit de montrer la perfidie et l'infamie des protestants. C'est la raison pour laquelle on balance les cadavres dans la Seine aussi, pour purifier l'espace, peut-être aussi pour se débarrasser. C'est la raison pour laquelle aussi on voit des petits-enfants qui trimballent des morceaux de cadavres, voilà, avec cette idée que les enfants qui incarnent la pureté et l'innocence sont là aussi pour exercer ce rituel purificateur de l'extermination de l'hérétique responsable de la colère divine, etc. Donc on fonctionne là, évidemment, sur des ressorts qui sont tout à fait particuliers. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était de me poser la question de la présence du facteur religieux dans les conflits ordinaires, donc dans les archives de Saint-Germain-des-Prés, sur lesquelles j'ai travaillé plus particulièrement. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est que précisément le phénomène religieux n'apparaisse pas. Comme si aussi les habitants avaient tout intérêt à ne pas entrer dans des considérations qui pourraient les dépasser assez rapidement. C'est-à-dire que si vous êtes brouillé avec votre voisin, vous l'accusez de plein de choses, mais stratégiquement, vous n'allez pas l'accuser d'être protestant. Parce que là, on s'engage sur quelque chose qui n'est plus maîtrisable. Alors précisément qu'à Saint-Germain-des-Prés, il y a une communauté protestante qui est très importante. Hein, il y a un cimetière protestant. Voilà. Après, en fonction des différents régimes de tolérance, les situations varient hein, pour les protestants et au sein d'une ville qui est profondément catholique. Hein, population, le peuple parisien est profondément catholique, mais malgré tout, il y a une forte minorité protestante aussi à Paris. Voilà. Donc c'est une violence qui est encore spécifique. Et Pierre de l'Estoile, lorsqu'il en parle, il évoque aussi que ça n'a rien à voir avec la violence ordinaire, même lorsqu'elle est la plus spectaculaire, la violence des parricides, etc. La violence religieuse, c'est quelque chose véritablement à part. Voilà la raison pour laquelle je l'ai mise de côté. Bonjour, je voulais vous poser une question sur la prostitution. Vous l'avez abordé un tout petit peu lorsque vous avez dit qu'effectivement, bon, on attrapait une fille, on la condamnait pour vol, mais on se fichait pas mal si elle était prostituée. Et il y a une chose aussi qui m'a surprise dans les expositions sur Rome, la capitale de l'Église catholique, le dignité du pape, de la moralité. Bon, ces bas-fonds avec effectivement toutes ces prostituées, c'est étonnant de voir comment ça vivait à côté de la grande autorité morale qui était l'Église. Et je voulais vous demander, est-ce que finalement la prostitution n'était pas considérée comme un fléau social ? Ah, c'est assez intéressant. Je vous renvoie là pour l'époque médiévale, parce qu'à vrai dire, de manière un peu surprenante, ça n'a pas tellement été étudié par les historiens pour le début de l'époque moderne. L'historien Jacques Rossiot a travaillé sur la prostitution médiévale et il montre la chose suivante, qu'au Moyen-Âge, la prostitution est considérée comme quelque chose de normal. L'idée est la suivante. Les hommes ont des pulsions, et notamment des pulsions sexuelles, qu'ils doivent bien assouvir. Et si l'on veut protéger nos filles et nos femmes, il faut qu'il y ait des prostituées. C'est toute la légitimité des bordels publics, hein, qui sont des bordels qui ont pignon sur rue, des bordels municipaux, c'est-à-dire qui sont connus. Alors, eux, ils se situent en particulier donc, sous les Halles, et puis dans quelques rues un petit peu au-dessus, au-dessus. Et donc, ce sont vraiment des bordels publics. Voilà. Normalement, les prostituées n'ont le droit d'agir que dans ces espaces-là, qui sont du coup... l'idée aussi, c'est que si on a des bordels publics, on peut contrôler ce qui s'y passe. Voilà. Et donc tout ce qui a lieu hors des bordels publics est considéré comme illégal et clandestin. Mais l'idée, c'est celle-ci. Jacques Rossiot, il parle même d'égout séminal. Il dit, voilà, les bordels ont cette fonction-là de faire en sorte précisément d'éviter que les jeunes hommes ne violent toutes les femmes qu'ils trouvent. Bon. Et donc, du coup, les prostituées, même certaines au Moyen-Âge, certaines prostituées sont très très bien intégrées dans la société. Alors évidemment, pas toutes, hein, mais voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses à l'époque moderne. La réforme, la contre-réforme, et puis l'idée qu'effectivement le commerce sexuel est quelque chose d'abject, d'immoral et de criminel. Mais c'est dans les discours, on voit que, en gros, la prostitution, le problème, et c'est ça qui enclenche la criminalisation de la prostitution aussi, c'est qu'on considère que de la même manière que l'oisiveté est la mère de tous les vices, que la prostitution est la porte ouverte vers d'autres crimes. Et que ceux qui fréquentent les prostituées sont des délinquants, peuvent commettre un certain nombre de choses, et que les bordels sont des aimants à problème, quoi. Hein, à gens armés, à jeunes hommes un peu avinés, voilà. Et donc c'est avec cet amalgame-là qu'on commence à noircir aussi l'image de la prostitution. Mais sinon, de fait, c'est de notoriété publique. À Saint-Germain-des-Prés, il y a des prostituées partout. Ça aussi, il faut se méfier des représentations, mais dans les espaces ruraux, sur les chemins, au pied des moulins, les prostituées attendent les clients. Hein, voilà. Mais vous le voyez, la population bien établie du faubourg commence à trouver que c'est insupportable. Et que, voilà, on ne peut pas rentrer chez soi le soir parce que c'est trop dangereux, parce que les clients du bordel sont dangereux, sont bruyants, blasphèment, chantent des chansons dissolues jusqu'au milieu de la nuit, et que... voilà. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit comment le phénomène de criminalisation de la prostitution, donc 1561, la fermeture des bordels, dans les années 1540, ce sont les étuves qui ont été interdites, alors que les étuves étaient aussi un lieu de prostitution admis. Voilà. On voit comment donc, la criminalisation accompagne, alors dans quel sens ça marche, c'est difficile de savoir, mais une représentation et une condamnation sociale de la prostitution qui est de plus en plus répandue. Pour les gens aussi, ce qui pose problème avec la prostitution, c'est que non seulement ça dégrade la sécurité des quartiers, mais c'est qu'on a de plus en plus peur. Alors, il y a le problème aussi des maladies. Hein. Depuis les dernières années du XVe siècle, la syphilis a fait des ravages considérables. Et la question des maladies est aussi un très très bon argument de condamnation, enfin, un des facteurs de condamnation de la prostitution. Donc les hommes malades de la syphilis qui rentrent chez eux infectés, c'est un problème. Ce dont on a peur aussi, et c'est surtout un des grands arguments et qui est un des ressorts de la moralisation de la société à partir du XVIe siècle, c'est l'idée que les jeunes filles qui doivent rester pures jusqu'au mariage puissent être corrompues d'une manière ou d'une autre. Alors que la prostitution, au Moyen-Âge, était considérée précisément comme un rempart pour protéger les jeunes filles jusqu'au mariage. Voilà. Donc il y a une forme de condamnation de plus en plus par les autorités et par la société de cela. C'était une autre question sur les femmes. Vous nous avez dit qu'il y en avait 37% qui étaient des voleuses. Enfin, parmi les voleurs, c'était des 37% de voleuses. Ça va durer pendant combien de temps? Parce que après, au cours des siècles, enfin, on voit bien que les hommes de ce côté-là ont le leadership quand même. La question de la proportion des femmes, c'est quelque chose d'intéressant dès lors qu'on essaye de compter un petit peu les choses pour voir comment s'organisent les phénomènes. Il y a quelque chose d'assez spectaculaire, enfin qui manque jamais d'étonner, c'est la proportion très très stable des femmes criminelles. Où que l'on soit, alors je parle pour la France, mais souvent en Europe occidentale, les choses sont à peu près équivalentes. On considère en gros que 20% de la criminalité est imputable, toutes catégories confondues. Hein. Violence aussi. Et vol est imputable aux femmes. Souvent, elles n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que les femmes ne vont pas en justice seules, mais ce sont leurs maris. Enfin, il y a plein de filtres comme ça qui cachent la femme à notre perception de la réalité des phénomènes. J'ai pas de chiffres exacts à vous donner, mais de fait, la part des femmes reste importante parce que voilà, les vols alimentaires, les vols on vole du bois, etc. Je suis pas persuadée qu'au XVIIIe siècle la proportion baisse véritablement. Il faudrait lire effectivement. Poserai la question à Patrice Pévry, mais voilà, la part des femmes est plus importante que ce qu'on croit aussi. Mais il faut pouvoir chercher un petit peu sous le vernis des sources qui mettent les hommes en avant et qui cachent les femmes, souvent. Et l'infanticide Alors, l'infanticide, qu'est-ce que vous voulez savoir sur... s'il y en avait à Paris, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors c'est très rare, évidemment. Pourquoi? Parce que les traces, c'est-à-dire les poursuites judiciaires de l'infanticide,
sont très rares. Pourquoi? Parce que les mères infanticides font tout précisément pour ne pas être arrêtées. L'infanticide devient au XVIe siècle un des crimes les plus odieux. C'est considéré... voilà. Henri II renforce la législation à l'encontre de l'infanticide en imposant aux femmes enceintes non mariées de déclarer leur grossesse. Ainsi, tout enfant qui mourrait à la naissance et dont la mère n'aurait pas déclaré la grossesse... attendez, j'ai commencé ma phrase, comment? Toute femme qui aurait un enfant dont elle n'aurait pas déclaré sa grossesse, si cet enfant venait à mourir, elle serait condamnée pour infanticide, quand bien même elle n'aurait pas eu d'intention de tuer son enfant, quand bien même l'intention infanticide ne pourrait pas être prouvée. Hein. Donc au XVIe siècle, véritablement, la monarchie considère que l'infanticide est un crime, alors pas un crime de lèse-majesté, mais quasiment, c'est-à-dire c'est s'en prendre à la vie, à la... ce qui est une manière, effectivement, de contrôler les femmes et les naissances illégitimes qui étaient assez importantes. Ça n'a rien à voir avec les naissances illégitimes au XVIIIe siècle, mais voilà. Ce que ça souligne surtout, c'est effectivement l'impossibilité pour les femmes, les très grandes difficultés pour les femmes à élever un enfant hors du mariage. Hein, et l'anathème social qui est porté sur elle est évidemment très très important. Alors on en trouve, mais ce sont des choses très très rares. Alors pour vous dire aussi comment les choses se radicalisent, j'ai travaillé aussi sur des lettres de rémission. Vous savez, ce sont les lettres de grâce que le roi adresse à certains criminels. Dans les dernières années du XVe siècle et au tout début du XVIe siècle, le roi peut encore accorder son pardon à des femmes infanticides. Alors elles dissimulent les choses, hein. Elles disent « j'ai pas fait exprès de prendre les médicaments, c'est mes voisines qui m'ont dit que, le bébé est tombé tout seul, j'étais aux toilettes et puis j'ai pas compris ce qui s'est passé, etc. » Évidemment, elles ne l'avouent pas noir sur blanc, mais c'est transparent qu'il s'agit d'un infanticide. Le roi peut encore pardonner ces jeunes femmes-là dans les dernières années du XVe siècle, premières années du XVIe siècle. Après, ça n'est plus possible, et ces femmes-là sont pendues au écourt. Je n'ai plus les chiffres ici, mais c'est très très important. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, les femmes mortes pour exécutées pour infanticide sont plus nombreuses que les femmes exécutées pour sorcellerie. Hein? Donc c'est vraiment une criminalisation qui est une répression qui est très très sévère à l'égard des femmes, effectivement. Bon. Mais ça se trouve très rarement dans les sources. Hein. Diane Roussel, Violence et passion dans le Paris de la Renaissance, chez Champvallon. Merci beaucoup à tous. Merci à vous.